Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur le Grand 3, l'Europe des révolutions, Grand A, la vague de 1830, et revenons une nouvelle fois sur les Trois Glorieuses en France. Les Trois Glorieuses commencent le 26 juillet 1830 lorsque Charles X promulgue des ordonnances qui sont très conservatrices. Les libéraux et les républicains participent au déclenchement des journées révolutionnaires par leur détestation du régime. Si les premiers souhaitent obtenir une réelle monarchie parlementaire, les seconds souhaitent la fin pure et simple de la monarchie. Le pays, toutefois, est encore trop marqué par le souvenir de la terreur républicaine et n'est pas prêt à cette solution républicaine. Alors, les chefs libéraux, dont Adolphe Thiers, parviennent à imposer une solution intermédiaire avec la famille orléaniste, c'est-à-dire une branche de la famille royale, et arrivent à y rallier une majeure partie de la population, dont le marquis de Lafayette. Ainsi, Adolphe Thiers impose Louis-Philippe Ier comme roi des Français. En petit 2, un écho européen. Les événements parisiens de 1830 ont des répercussions en Europe. Des troubles éclatent notamment aux Pays-Bas, en Pologne, dans la Confédération germanique et dans plusieurs États italiens. Mais c'est en Belgique, où éclate le 25 août 1830 une révolution, que les Belges, constituant la partie sud du royaume des Pays-Bas, obtiennent leur indépendance. Malgré l'envoi de troupes des Hollandais, l'Assemblée nationale constituante proclame l'indépendance le 4 octobre 1830, et elle est reconnue un an plus tard à Londres par les grandes puissances européennes. Le royaume se dote d'une constitution libérale. Elle voulait un roi qui ne soit pas étranger, mais c'est un prince anglo-allemand, Léopold de Saxe-Cobourg, qui est élu. Les Belges ont voulu l'indépendance et une constitution. Sur les deux points, ils obtiennent satisfaction. Mais ils ne sont pas parvenus à vaincre comme ils le souhaitaient sans l'aide de puissances étrangères, la France et le Royaume-Uni. Petit 3, des mouvements nationaux mis en échec. À la suite de l'élan suscité par l'indépendance grecque, l'Europe se trouve confrontée à une vague révolutionnaire où les revendications libérales s'associent aux revendications nationales, dans de nombreux États. Cependant, très vite, la réaction des pouvoirs en place s'organise, et les révoltes sont durement réprimées. C'est le cas en septembre 1831 où l'armée russe met fin au soulèvement polonais, malgré la résistance de la population. C'est aussi le cas des révoltes allemandes et italiennes qui sont réprimées par l'Autriche entre 1831 et 1832. Grand B, la circulation des hommes et des idées. Petit 1, les années 30 et 40, le retour au conservatisme. Notamment en France, avec le début de la monarchie de Juillet, le camp orléaniste, celui de Louis-Philippe, se divise en deux tendances. Le parti du mouvement, qui approuve les réformes, et celui de la résistance, qui estime que la révolution est finie et qui les refuse. C'est ce dernier qui prend le pouvoir et qui limite les réformes, notamment électorales, et réprime les soulèvements républicains. Il réintroduit la censure de la presse et limite la liberté de réunion. B, donc la circulation des hommes et des idées, petit 2, des nouveaux débats après les échecs des années 30. Les revendications nationales et libérales n'ont pas disparu. On cherche alors de nouveaux moyens de parvenir à l'unité, notamment en posant la question du droit de vote. En France, en 1832, une réforme électorale augmente le nombre d'électeurs, mais le suffrage reste masculin et censitaire. Les républicains réclament l'établissement d'un réel suffrage universel. Dans les États italiens, Giuseppe Mazzini, un nationaliste, imagine l'unification de l'Italie d'une autre façon à partir de l'unification du peuple afin de former une république. S'il s'exile d'abord à Marseille, il tire les conclusions de l'échec des actions militaires et il s'exile en Suisse où il crée Jeune Europe, une association qui fédère plusieurs soulèvements nationalistes. Mais d'autres solutions sont expérimentées. Le royaume de Sardaigne tente d'unifier autour de lui l'Italie, le seul État qui échappe encore au contrôle de l'Autriche. En Allemagne, la Prusse fait la promotion de l'unification pacifique par la voie de l'économie. Elle crée une zone douanière unique, le Zollverein.
Le printemps des peuples, 1848, est d'abord petit un malaise européen. Le contexte économique et social en Europe change. En effet, c'est le début de l'industrialisation qui enrichit les sociétés et consolide le libéralisme économique. La modernisation industrielle crée des tensions fortes liées aux inégalités sociales. La pauvreté ouvrière et paysanne est importante et fait émerger de nouvelles pensées politiques, comme le socialisme, qui cherche à prendre en compte tous ces changements sociaux et économiques. À partir de 1846, une crise sévère touche l'économie européenne. Mais il y a aussi des frustrations, celle de la souveraineté nationale et des libertés face à des gouvernements autoritaires, celle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et revendiquant ainsi une certaine unité. Petit 2, la révolution en Europe, ou l'Europe en révolution. La révolution de février 48 à Paris accentue l'agitation qui règne dans les États italiens et allemands, et devient un élément déclencheur d'une série d'événements révolutionnaires appelés en Europe le Printemps des peuples. Donc en France, l'interdiction par le pouvoir de Louis-Philippe de banquiers républicains crée une vague de contestation. Et du 22 au 25 février 48, une révolution parisienne renverse la monarchie de Juillet. Un gouvernement provisoire proclame la République, la deuxième, après celle de 1792, et même si des tendances diverses sont représentées, la République est établie. En Autriche, la révolte viennoise du 13 mars, avec la fuite de Metternich, est un réel bouleversement, car l'Autriche apparaissait comme le pilier, le garant de l'ordre du Congrès de Vienne, sur le continent. Les foyers révolutionnaires se multiplient alors et les insurgés remportent de nombreux succès. L'Autriche est au bord de l'implosion. Vienne, Prague, Budapest se couvrent de barricades. En réaction, l'empereur Ferdinand convoque une assemblée constituante, élue au suffrage universel pour la première fois. Les Tchèques réclament leur autonomie et les Hongrois obtiennent une quasi-indépendance. Dans les États italiens, Naples, Turin et Rome se soulèvent. Il y a une floraison de constitutions et de républiques. Les princes doivent accepter des constitutions dans les États italiens comme en Sardaigne ou en Toscane. Une assemblée constituante élue au suffrage universel pour tous les États allemands se réunit en mai 48. C'est le Parlement de Francfort qui réclame une déclaration des droits du peuple allemand. Et à Venise et à Rome, on instaure des républiques. Mais petit 3, le retour à l'ordre. Dès l'été 1848, la tendance s'inverse. Les souverains mettent progressivement fin aux espoirs de changement. L'Autriche donne l'exemple de fermeté. Entre juin 48 et août 49, l'empereur d'Autriche reprend le contrôle de son pays, de la Bohême, de l'Italie et de la Hongrie. En Italie, l'armée autrichienne rétablit sur le trône les souverains que les républicains avaient chassés, tandis que la France restaure le pape à Rome. Dans les États allemands, le roi de Prusse refuse la couronne d'Allemagne parce qu'elle lui est offerte par le Parlement élu. Le Parlement est dissous et les révolutionnaires sont pourchassés dans tous les États allemands. Mais l'échec n'est pas total. Une partie des réformes libérales sont maintenues. Elles apparaissent et les libéraux apparaissent comme des candidats possibles aux futures unifications italiennes et allemandes. Le printemps des peuples a prouvé la fragilité de certains gouvernements. Cette révolution apparaît comme une étape qui permet de renforcer la détermination des insurgés. Partout le peuple a pris la parole et par la répression les rois n'ont fait que des victimes. Ils ont créé des héros et des aspirations libérales et nationales.